Salam alaikum, Azul, bonsoir. S'il y a une chose que ce régime aura vraiment réussi, c'est d'avoir pu inoculer à des pans entiers de la société des idées toutes faites, des jugements préconçus, livrés en kit, des a priori à l'emporte-pièce. C'est ainsi, malheureusement, que pour beaucoup de gens, émettre la plus petite critique contre l'oligarchie militaire qui tient le pays, c'est trahir la nation. C'est être un agent de la main étrangère, des forces mauvaises qui ne visent que la destruction du pays. Et quoi que vous fassiez pour tenter de les convaincre que vous n'êtes animé par aucune de ces intentions, que vous ne dépendez de personne, que vous aimez votre pays et que vous le servez mieux et plus fort que n'importe lequel de ces satrapes galonnés, vous n'y couperez pas. Vous êtes un traître parce que c'est comme ça et pas autrement. Il en est de même pour ce concept imposé à tout le monde d'ANP digne héritière de l'armée de libération nationale. Un concept destiné à habiller les chefs de l'armée d'une sorte d'impeccabilité qui tire sa légitimité directement des authentiques anciens moujahidines et des shuhada. Rabbi yarhamhum. Alors, l'envie vous vient de faire une explication de texte pour faire accoucher la vérité au forceps, pour extirper la conscience du zombie que nous sommes devenus, de la gluante toile d'araignée kaki et vert de gris où elle a été prise. Alors commençons par répondre à deux questions essentielles. Pourquoi, dans les États dits démocratiques, où les institutions sont réellement l'émanation de la volonté populaire, où la séparation des pouvoirs est consacrée, pourquoi y a-t-on inventé cette idée, ce mot, ce concept de grande muette quand on parle de l'armée? Pourquoi y est-elle une grande muette? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'armée cristallise en elle-même toute la force de la nation, de la force physique, de la force brutale, de la force violente, non pas celle d'un groupe, d'une tendance, d'une idéologie, d'un quelconque ancrage doctrinaire, mais la force de toute la nation. L'armée est la force du peuple, celle avec laquelle la nation dissuade quiconque, quelque force qui soit, qui serait tenté de violer sa souveraineté et les frontières de son pays. L'armée est composée des enfants de la nation, sans aucune discrimination, qui sont choisis selon un âge déterminé, pendant leur jeunesse. C'est pour cela que la conscription, service national, a été créée pour que les enfants du pays, dans leur plus belle jeunesse, viennent, pendant un certain temps, l'emplir de leur sève, de leur force, de leur juvénilité, de leur enthousiasme pour servir et défendre la nation. Oui, l'armée est l'archétype même de la jeunesse. Et c'est pour cela que même parmi les officiers supérieurs et tous les chefs de la même armée, l'âge de la retraite est de très loin moins que celui des retraités civils. La vocation de l'armée est de défendre l'intégrité et l'inviolabilité du territoire, de son espace aérien et de ses limites maritimes. Elle ne peut déclarer la guerre, mais elle l'a fait lorsque le peuple le lui demande, et non le contraire. Ses chefs sont soumis aux représentants politiques du
peuple. Elle n'a aucun droit à l'expression politique. Parce que si elle avait ce droit, en tant qu'armée, en tant que force, ses chefs profiteraient de la discipline qui règne en son sein, où le devoir d'obéissance est inconditionnel, pour voler le pouvoir au peuple. Et cette force qui a été confiée en dépôt sacré, Amana, au chef de l'armée, ne servirait plus les intérêts de la nation, mais ceux de ses chefs qui se seront érigés en junte, en oligarchie, pour dominer le peuple, pour s'accaparer de tous ses pouvoirs, pour les transformer en façades menteuses et se servir de la propagande illimitée dont elle dispose pour faire croire que quiconque les attaque, ces mêmes chefs qui ont volé le pouvoir au peuple, de traîtres et d'agents de la main étrangère, de nervis de l'ennemi intérieur et de mercenaires de l'ennemi extérieur. C'est pour cela qu'elle n'a pas le droit à l'expression politique. Et c'est parce qu'elle s'est permis ce droit en Algérie qu'elle a fini par prendre le pouvoir et par domestiquer toute la nation. Pour que ceci ne puisse jamais advenir, la Constitution de la nation doit fixer très rigoureusement les prérogatives de l'armée et leurs limites. Elle est, l'armée, la grande muette politique et elle ne peut interférer dans le choix et les orientations du peuple. La nation confie à l'armée le devoir d'arborer les symboles de la nation, de défiler derrière son drapeau et de chanter son hymne. Elle la forme, elle la dote, elle lui achète de l'armement et tout ce dont elle aura besoin pour assumer ses missions. Mais ce n'est pas à ses chefs de décider de son budget, encore moins de ne pas permettre aux représentants du peuple de contrôler ses achats et la destination des dépenses. Les chefs de l'armée ne doivent pas décider des niveaux de dotation et de la stratégie globale. Il leur est permis de faire des expertises et des propositions. Et c'est au pouvoir politique de décider, de contrôler et de corriger. Le secret défense ne peut servir de prétexte pour cacher une vaste entreprise de pillage et de détournement de fabuleuses sommes qui se chiffrent en l'occurrence en milliards de dollars de commissions, seulement de commissions. C'est à la nation de désigner ses représentants qui débattent entre eux et avec les chefs de l'armée de ce qu'il convient de permettre à l'armée, de la doter, de l'équiper et, surtout, de la contrôler. C'est la nation qui contrôle l'armée et non pas l'inverse. C'est la nation qui en fait une force armée, mais cette force doit rester sous les ordres des représentants élus par le peuple, pour que cette armée ne se serve jamais de la force dont elle a été dotée et des enfants de ce pays qui lui ont été confiés pour voler le pouvoir au même peuple. Ceci serait de la haute trahison, la plus haute trahison qui puisse être. Et si en plus de voler le pouvoir au peuple, elle s'avise de le tuer et de se servir de la justice pour le condamner, pour l'incarcérer, en plus de le coloniser, en plus de le voler, en plus de le priver de ses droits, en plus d'investir à l'étranger les fortunes que ses chefs lui ont volées, alors il faudra inventer un terme encore plus fort que haute trahison. Voilà pourquoi le seul fait de dire « l'armée et le peuple sont unis » est en soi un sacrilège. Parce que c'est reconnaître que l'armée est une entité séparée du peuple, que l'armée est une entité autonome et qui dispose de la force nationale, que le peuple n'a plus le droit de regard sur elle et qu'en plus d'avoir violé son devoir inconditionnel d'allégeance au même peuple, elle a réduit celui-ci à la servitude et à l'indignité dans sa propre nation. Parce que le nœud gordien
est justement là. Ce slogan de la propagande qui clame « l'armée et le peuple » est, comme je viens de le dire, un déni de la nation. L'armée et le peuple est un déni de la nation. Parce qu'il ne doit y avoir que le peuple souverain. Et l'armée n'est que sa force, soumise à sa volonté, et qui ne peut agir que dans les limites qui lui sont fixées par la constitution du peuple, dans des missions qui lui sont dévolues par le pouvoir du peuple. Parce que, et je le répète encore une fois, parce que la force, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, voire mise au service inconditionnel du peuple et de ses représentants légitimes, devient forcément une force autonome de domination, pour laquelle le peuple n'est plus qu'un faire-valoir, un prétexte pour l'asservir, le déposséder de ses attributs sacrés. Dire l'armée et le peuple, c'est reconnaître l'existence de deux entités, sinon distinctes, du moins opposées, voire antagonistes. Alors prétendre que l'armée est la solution, ou qu'elle dispose de la solution, serait reconnaître de facto comme de jure que les jeux sont faits et que les rapports de force ont déjà abouti. Quand on dit de l'armée qu'elle est la grande muette, c'est pour préciser qu'elle n'a aucun droit à la parole politique. C'est parce que sa force est décisive qu'elle en devient rédhibitoire dans le champ politique. Cette force est celle de la nation, de la seule nation, et la nation en est le seul dépositaire. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui contre ces voleurs qui se moquent de nous. Algérie entre cafouillage et diversion, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Hassan Herish, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et merci pour l'habituelle pédagogie. L'éditorial a été vraiment un moment de pédagogie politique. Merci beaucoup. Il y a des éléments qu'il fallait répéter, ça a été fait. Vraiment à bon escient. Un grand merci. À la limite, on pourrait ne pas faire l'émission et partir. Mais comme ce n'est pas dans l'ordre du jour. Bonsoir à tous tes invités. Je ne sais pas combien ils sont. Bonsoir. Il y a donc Iskandar Debbache, militant des droits de l'homme. Merci Iskandar. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et puis alors, tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Et à toute l'équipe, évidemment. Évidemment. De Auras TV. Absolument. Sans qui cette émission ne pourra pas se faire. On n'aurait pas pu se tenir. Alors, depuis Bjaïa, nous avons avec nous Mahrez Bouiche, enseignant, universitaire et militant des droits de l'homme. Mahrez Bouiche, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Jamaldine. C'est moi qui te remercie infiniment à la fois pour l'invitation et pour les détails qui étaient vraiment, comme disait mon ami Herish, que je salue, vraiment de la pédagogie politique, un texte très fort. Bon, encore une autre fois, merci
à toi Jamal, et merci pour l'invitation. Bonsoir à vos invités, Hassan et Alexander, et bonsoir à tous les spectateurs qui suivent l'émission. Merci, Mahrez. Merci, Mahrez. Alors, Issa Rahmoun est avec nous aussi, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Il n'est pas encore avec nous. Alors, mes chers amis, nous allons donc... D'abord, la situation actuelle, est-ce que nous pourrions en parler un petit peu, cette situation quasiment hallucinante. On n'a jamais vu ça. Un président qui disparaît depuis presque 2 mois, dont on ne sait rien, avec des informations très contradictoires au point où des informations le concernant ont été retirées du site de l'APS, l'agence officielle algérienne, ou alors son conseiller qui nous apprend des choses et dont il nous dit que ces informations lui proviennent du fils du président. C'est incroyable. On nous dit par exemple qu'il a fini son protocole thérapeutique et qu'il est en convalescence. Or, on ne le montre pas. Personne ne l'a vu. On nous dit, ah, ça y est, il va rentrer dans 2 jours, dans 3 jours. On ne le voit toujours pas. Le chef d'état-major, qui est très très visible, qui bouge beaucoup, n'évoque plus le nom du président, ni le président lui-même. Il ne parle jamais de lui, comme s'il n'existait pas ou comme s'il était déjà mort. À un moment où les rumeurs font état d'un casting en vue de préparer la succession de Tebboune, puisque tout le monde sait que c'est des militaires qui désignent le président. Et donc, si nous commencions par parler d'abord de ça, après on irait sur d'autres angles. Moi, j'ai juste envie de dire, Jamaldine, que le message que nous envoient les décideurs, en ne nous montrant pas le président, en ne nous donnant pas de vraies informations, en cachant sa situation sanitaire, son état de santé. Je pense que le message, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de président. Finalement. Que les Algériens, vous savez que c'est nous qui décidons, c'est nous, état-major. Alors, quelle est l'utilité qu'on vous donne ou non les informations d'un président qui est là, que nous avons placé le 12-12, comme nous avons placé tous les précédents, en 99 Bouteflika, en 78 Chadli, ainsi de suite. Le même président Bouteflika qui, pendant 2 mandats successifs, n'était là que pour la forme. C'était nous qui commandions. Bien sûr, mais même les autres fois, même s'il s'agitait à un moment et qu'il a essayé de grignoter quelques pouvoirs, etc., mais le véritable pouvoir est resté malheureusement à l'état-major et aux généraux aussi des services de renseignement. Oui, c'est les deux, en vérité, les deux mamelles du pouvoir. Services de renseignement qui sont exclusivement militaires. Il faut le rappeler. Oui. C'est pas la CIA, c'est pas le MI5. Oui, absolument, il faut le rappeler. C'est très important. Ça fait partie de l'armée. C'est ça. Sauf qu'il y a quand même, je veux dire, un antagonisme. Différents commandements. Et il y a même une opposition, etc. Et ça permet d'ailleurs d'avoir un pays bicéphale, une gouvernance bicéphale, une décision bicéphale. Oui, mais après l'éviction de Tawfiq, l'armée a phagocyté la totalité à un certain moment. Oui, voilà. Mais la totalité des services secrets. Quoi. Ça va, ça vient, mais voilà. Depuis le coup d'État de Boukhara en 1965, je pense qu'on peut effectivement considérer qu'il y a eu une montée en puissance des services secrets, c'est ce qu'il a voulu. Hein. Oui. Après, qu'est-ce que ça s'est retourné contre lui, du fait que lui aussi, il a été hospitalisé pendant 2 mois à Moscou et on n'avait aucune nouvelle. Et on ne sait pas... 2 mois, vous êtes sûr que c'était 2 mois? Je crois. Il me semble que c'était beaucoup moins. Au moins 2 mois. Je ne suis pas sûr. C'est 2 mois. Ah bon? Oui, d'accord. 2 mois, on ne savait pas du tout ce qu'il est devenu. Et puis, personne ne sait exactement de quoi il est mort. Parce qu'il y a des hypothèses d'empoisonnement, il y a des hypothèses de toutes sortes. Ah oui, donc, on ne sait pas trop. Donc, aujourd'hui... Gaïd Saleh, la mort de Gaïd Saleh, qui était lui-même le vrai chef de l'État pendant un certain moment. Il est mort sans qu'une autopsie n'ait été exigée. Alors ça aurait dû être automatique. Oui, automatique, public, transparent, absolument. Etc. Il n'y a pas eu d'autopsie. Et on assiste exactement à la même problématique avec Tebboune, dans la mesure où on a dit que
il aurait été empoisonné et qu'il aurait perdu sa sœur et sa tante Ouais. dans cet empoisonnement-là. Ça reste une rumeur, mais rien n'interdit de penser... La perte de sa sœur et de sa tante, ce n'est pas une rumeur. Oui, oui, là c'est sûr. Voilà. Oui, oui. Dans Donc, une fête où Voilà, il une y fête aurait familiale. une intoxication. Voilà, une fête familiale, etc. Ça veut dire que c'est incroyable, là. C'est vraiment... Donc là, on est véritablement dans une situation kafkaïenne, carnavalesque. à la fois, oui, carnavalesque et kafkaïenne. Oui, c'est vrai. Bon, et qui répond aussi à la mentalité des gens du pouvoir. Parce que nous le répéterons jamais assez. C'est une mentalité paranoïaque, donc qui est dans la cachotterie, dans la méfiance, dans la fabrication d'ennemis. Absolument. Dans la calomnie, dans le mensonge, Voilà, dans la propagande. Tout à fait, dans tout ce qui est doute, tendance au secret, etc. Tout ce qui est interprétation négative de tout ce qui vient du peuple, de l'opposition, de l'étranger, etc. Être tout le temps sur les dents, prêt évidemment à réagir. Le comble, je suis en train de vous écouter, et le plus triste, le plus tragique, c'est que tout ce que vous dites est vrai. Malheureusement. C'est incroyable. Oui. Ça veut dire qu'un tel pays existe, un tel système existe, et on veut nous faire croire que c'est un État révolutionnaire, engagé, anti-impérialiste, anticolonialiste. C'est incroyable. Ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ça. Oui, c'est parce qu'on a assisté à ce genre de système pendant les 70 ans de pays soviétiques. Oui. C'est-à-dire la mentalité du soupçon, la mentalité de la menace, la mentalité de l'ennemi qui fomente des coups, qu'il faut abattre et qu'il faut appeler au peuple, attention, il faut déjouer les opérations qui sont... L'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur, la réaction. Mais Hassan, il faut rendre justice à l'Union soviétique qui, avec toute cette art, oui. C'était un pays qui formait des scientifiques, qui était la deuxième puissance du monde, qui avait les meilleures universités du monde, qui produisait une agriculture formidable. Imaginez, monsieur Benchenouf, imaginez cette puissance, mais alors extraordinaire, en termes d'intelligence, en termes de capacité de production, capacité industrielle, en termes de recherche scientifique. Imaginez s'il n'avait pas eu un pouvoir paranoïaque. Eh oui. Si c'était un pouvoir démocratique où on laisserait la libre circulation des idées, la libre pensée, où on laisserait les soviétiques travailler ensemble, oui. il n'y aurait jamais eu éclatement. C'est sûr. Elle aurait été la première puissance mondiale. Absolument. Surtout si elle était vraiment progressiste. Oui. Si elle était vraiment du côté de l'homme, du côté des droits de l'homme, la fraternité, de l'égalité. Donc l'Algérie a hérité de tout ce qu'il y a de mauvais. De tout ce qu'il y a de mauvais. Mais elle n'a rien pris de bon. Hein. Et on n'a rien pris de bon. Ah, et malheureusement, c'est... Vous savez, Jamal, justement, pour aller dans le sens de M. Hiresh, l'Algérie... Bon, je vais aller dans un registre un peu métaphysique, hein, vous me permettrez. Au cours de l'histoire, si on prend depuis le début de ce que j'estime être, ce que nous estimons être le début de l'histoire de l'Algérie, vous savez, aucun des gouvernants n'est sorti indemne. Oui. Vous pouvez lire, j'ai lu Toufiq el-Madani justement dans son ouvrage sur la régence d'Alger. Aucun des gouvernants, c'est-à-dire des dés d'Alger, n'est sorti indemne au terme de... Ils ont tous été pendus, lynchés, assassinés. Ouais. Le seul, je crois, qui s'en est bien sorti, c'était Raïs Hamidou. Ouais. Je crois et encore, Raïs Hamidou était un Kabyle. Ah bon? Ah oui, c'était un Kabyle originaire d'Azfoun. Ah, d'accord. Oui, c'était un fils de pêcheur qui a émigré à Alger, parce que la pêche ne nourrissait plus son homme dans la région en Kabylie. Donc il a émigré à Alger, il est devenu tailleur, etc. Mais il a mis son fils en apprentissage chez un pêcheur, qu'il est devenu... Donc, même sous la colonisation, oui. Y compris sous la colonisation. Vous savez, la plupart des gouverneurs de l'Algérie, comme Robert Lacoste, etc., on sait dans quelles conditions Robert Lacoste a quitté l'Algérie, sous les huées. Oui. Ce serait une malédiction?
Ah oui, et c'est une sorte de pouvoir maudit, c'est-à-dire même jusqu'au général de Gaulle, on sait comment il a terminé, dans quelles conditions il a donné sa démission, il n'a pas terminé, même pas terminé son deuxième mandat. Bref, bon, je dis ça, c'est juste pour la... Même Mitterrand, il a fini terrassé par une maladie qu'il a peut-être attrapée justement. Encore que Mitterrand n'a pas eu affaire directement à l'Algérie en tant que gouverneur. Il est ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a ordonné les premiers bombardements contre les populations civiles. Il a été très méchant avec les Alors, Mahrez Bouich... C'est une bonne analyse. Oui. Mahrez Bouich sur cette cacophonie, sur... comme le disait Hassan Hirsch, cette paranoïa généralisée, ce régime qui ne communique plus, qui ne sait plus, même plus mentir. On ne sait rien de ce qui est arrivé à M. Tebboune. On nous dit qu'il revient dans le même temps où il est presque acquis, ça ne fait plus de doute que